On va parler de transformation sociale aussi dans un instant, mais cette importance des infrastructures, moyen évidemment tout à fait nécessaire de désenclaver les régions et les populations qui ne profiteraient pas de cette formidable croissance. Peut-être une bonne transition vers vous, André Chiang, vice-président, je l'ai dit, du comité France-Chine. Peut-être que vous allez nous parler des limites de ce modèle qui n'inclurait pas suffisamment l'ensemble de la population. Oui, merci beaucoup, Dominique. Donc, je suis très grand plaisir pour moi de prendre la parole devant vous et après le professeur Chang, qui vous a parlé des raisons de la croissance chinoise et de ce qu'on appelle le succès chinois. Moi, je vais me polariser plutôt peut-être non pas sur la crise, puisque nous avons dit que dans les pays émergents et en Chine en particulier, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais sur les difficultés quand même qui se profilent à l'horizon chinois. Alors, les historiens le savent, en Chine, les révolutions partent des campagnes. C'est grâce aux campagnes que le Parti communiste a pris le pouvoir en 1949. C'est d'elle qu'est partie la réforme de Deng Xiaoping en 1978, et ce sont aussi elles qui posent aujourd'hui l'un des problèmes les plus sérieux au pouvoir chinois. 30 ans après la politique d'ouverture et de réforme de Deng Xiaoping, les mondes urbain et rural chinois cristallisent deux défis. Pour le monde urbain, c'est ce que j'appelle le piège du revenu moyen, sur lequel j'ai écrit un papier qui vous a été distribué et que je me contenterai donc de résumer en quelques mots. Au stade de développement que connaît la Chine, c'est-à-dire autour de 4 500 $ par habitant de PIB, et qui avoisine donc les 5 000 $ par habitant, avec une population qui peut satisfaire les besoins les plus élémentaires, les gens aspirent à accéder à la classe moyenne, concept que Deng Xiaoping avait appelé en son temps Xiaokrang, qu'on peut traduire approximativement par un état de prospérité modeste. Mais précisément, c'est à ce moment-là que tout devient plus difficile. Pourquoi? Eh bien parce que les exigences de la population augmentent, alors qu'en même temps, les progrès de productivité deviennent plus difficiles, et les grandes sociétés nationales trouvent plus facile de gagner de l'argent grâce au protectionnisme et au monopole, ce qui induit un piétinement de l'augmentation du niveau de vie. La majorité de la population reste aux portes de la classe moyenne. Les PME n'arrivent pas à se développer et tout cela entraîne des politiques démagogiques qui finissent par plonger le pays dans la crise. C'est ce que les économistes chinois actuels appellent le piège du revenu moyen, et c'est l'un des dangers qu'ils redoutent le plus pour l'avenir immédiat de la Chine. Pour le pouvoir chinois, ce piège est redoutable. Mais l'expérience montre, l'histoire montre qu'il a pu être franchi brillamment par un certain nombre de pays, on peut citer le Japon, la Corée, Singapour, en s'appuyant sur une recette efficace, constamment améliorer la productivité du travail en remontant l'échelle de la valeur ajoutée grâce à un effort soutenu en recherche et développement. Donc, je voudrais maintenant insister sur le défi jumeau du précédent, qui est la crise de la mutation du monde rural chinois. La Chine a toujours entretenu des rapports ambigus avec sa paysannerie. Car si officiellement les lettrés confucéens honoraient le paysan et célébraient son honnêteté et son travail plus que l'intelligence et la rouerie du commerçant, placés beaucoup plus bas dans l'échelle de la société, dans la réalité, il y avait bien une collusion entre la bureaucratie lettrée et les riches marchands pour exploiter la paysannerie. On sait que le Parti communiste doit sa victoire à la paysannerie plus qu'à la classe ouvrière en Chine, mais le paysan chinois en a bien peu profité. Et pourtant, sa contribution a été immense dans la construction de la Chine moderne. Devenu ce qu'on appelle un travailleur migrant, pas encore urbain, mais déjà éloigné de la terre, c'est le travailleur migrant chinois qui bâtit les gratte-ciels de Shanghai, qui pose les voies des trains à grande vitesse, qui fournit la main-d'œuvre des usines qui ont fait de la Chine l'atelier du monde. Quand il faut de la force et de l'endurance, c'est lui. Quand il faut de la finesse et de la précision, c'est sa femme ou sa fille.
Mais son influence va au-delà des frontières de la Chine. S'il n'y avait pas le travail migrant chinois, Adidas ne pourrait pas inonder la planète de ses baskets et Apple ne pourrait pas proposer un nouveau modèle de iPad ou de iPhone tous les 6 mois. Au niveau macroéconomique, parce que pendant des années, sa productivité a augmenté bien plus que ses salaires, c'est lui qui a permis cette étrange cohabitation que nous connaissons dans le monde entre la flambée des prix de l'énergie et des matières premières et la sagesse persistante des prix à la consommation. Le tueur d'inflation aux États-Unis, ce n'est ni le président Bush ni le président Obama, ce n'est pas Greenspan ni Bernanke, c'est le travailleur migrant chinois. Mais cette situation est en train de changer, parce que la nouvelle génération de travailleurs migrants ne ressemble pas du tout à celle de ses parents. Dans les années 80, le travailleur migrant se sentait paysan et attaché à son village. Il était content de gagner un salaire, et même si ce salaire était faible, il se sentait riche dans son village. Mais ses enfants ont complètement changé, ses enfants rêvent de la ville et ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas jouir des mêmes privilèges que les urbains en Chine. La raison en est à la fois simple et terrible. C'est parce que ces travailleurs migrants représentent 150 millions de personnes. Et si reconnaître le rapport en leur donnant les mêmes droits que les citadins ne serait que justice, en réalité, leur nombre est tel que si on le faisait d'un seul coup, l'économie de la Chine ne le supporterait pas. Alors on maintient le système archaïque du hukou, qui est cette carte de résidence qui discrimine entre les vrais habitants d'une ville et ceux qui sont temporairement. Mais au fil des ans, ces problèmes se sont accumulés. Les travailleurs migrants venus de l'ouest de la Chine, dans les riches provinces côtières, ont formé une population déracinée, mal payée, mal logée. La Chine a compris depuis longtemps, mais il lui faut éviter à tout prix 2 dangers majeurs, un exode massif des régions pauvres vers les régions riches et une destruction de la terre agricole qui malheureusement est aussi souvent une excellente terre à bâtir. Alors comment y arriver ? Eh bien, par une série de mesures combinant interdiction sévère et tolérance plus ou moins tacite. On encourage les travailleurs migrants à retourner dans une province d'origine, mais on est bien obligé de laisser un certain nombre s'établir dans les provinces riches. Je vais accélérer mon débit. Donc on réoriente les industries vers l'intérieur tout en assurant un niveau de vie plus convenable au travers des régions côtières. Et cette politique aboutit à un creusement des inégalités, car bien évidemment, ce sont les plus capables des régions pauvres qui vont s'établir dans les régions riches. Alors, il faut mettre en place des filets de protection sociale qui assurent un minimum aux régions pauvres pour la santé, la retraite ou l'éducation. Piège revenu moyen et mutation du monde rural sont des dangers qui ne peuvent rester indifférents pour le reste du monde, car tout ce qui concerne la Chine concerne aussi le reste du monde. Et pourtant, ces questions sont superbement ignorées pour laisser place à des débats encore dépassés. Et je terminerai par un exemple de ce que j'appelle un débat dépassé. On continue de protester contre la sous-évaluation du yuan sans se rendre compte qu'au rythme où augmentent les salaires en Chine, c'est plutôt de la hausse des prix chinois qu'il faut s'inquiéter. Et je vois déjà cohabiter dans la presse économique 2 reproches dont on ne se rend pas compte qui sont contradictoires. La Chine maintient son yuan dévalué et la Chine exporte son inflation. On ne peut pas reprocher à la Chine tout et son contraire. Merci. Merci. Merci beaucoup André Chen, c'est très clair et très vivant aussi. On voyait bien la manière dont vous avez parlé de ces familles de migrants travailleurs qui n'acceptent plus au fond une situation qui les rendait plutôt heureux au tout début de cette croissance chinoise. Et puis on retient aussi votre expression sur le piège du revenu moyen. Il y a là matière à beaucoup de débats pour nous. On ne manquera pas de le faire, je l'espère, un peu plus tard. Merci à tous. Peut-être une première réaction de Ricardo Haussmann avant de vous donner la parole dans la salle sur tout ce que vous avez entendu. Et je reviens à votre introduction. Vous avez commencé par nous rappeler qu'il n'était pas question de crise et je crois que ça a été confirmé par tous les intervenants. Peut-être 2-3 remarques sur tout ce qui a été dit ici. Oui, et on a vu plusieurs choses qui ont été très bien remarquées. Le fait que
la crise a été accompagnée de la croissance dans les pays émergents, ont fait que la crise soit plus facile à gérer dans les pays riches. Et le cas EADS, je suis sûr le cas Lafarge, sont des exemples de ça. Deuxièmement, il y a une vitesse de transformation sociale dans les pays, la Chine, l'Inde, etc., que le monde n'avait jamais vu auparavant. Il n'y avait jamais eu une transformation économique et sociale à cette vitesse. Et le fait que ça passait, ça fait 20 ans de la croissance très élevée en Inde, ça fait 30 et quelques ans de la croissance très élevée en Chine, ça passait avec moins de conflits politiques, etc., de ce qu'on aurait pu s'imaginer. Donc, il y a ces tensions qui sont en train d'être gérées. Ils ont été très bien exprimés au cas de Chine, où il y a une absorption de la population rurale et dans le monde plus urbain, mais d'une façon qui crée beaucoup de tensions. Il faut dire qu'une des choses qui fait plus facile la diminution des inégalités, c'est le fait que quand on prend la population du monde rural au monde urbain, les gens qui restent dans le monde rural peuvent travailler avec plus de terres. Donc, il y a plus de terres par personne qui reste dans le monde rural grâce à la migration. Je voulais finalement dire une seule chose, c'est que ce que j'ai dit que les inégalités au niveau mondial sont en train de baisser. Ça, c'est pas une question d'opinion, c'est une réalité. Si on prend l'inégalité de 2 personnes et aléatoirement choisies dans le monde, il baisse. Ça ne veut pas dire que dans tous les pays, les inégalités sont en train de baisser. Ils sont en train de baisser en Amérique latine, ils sont en train d'augmenter en Chine, c'est plus mélangé. Mais au niveau mondial, les inégalités baissent, et ils baissent, et il y a des gros problèmes politiques avec cette baisse. La baisse de l'inégalité mondiale, c'est dur pour l'Europe et c'est dur pour les États-Unis. Ça crée des problèmes là. Et donc, c'est ça que je voulais dire. C'est que la baisse de l'inégalité mondiale est dure à gérer dans les pays riches. Merci. Merci, Ricardo Haussmann. Réponse là-dessus. On va aller ensuite dans la salle de André Schenk sur la question des inégalités. Oui, effectivement, comme on l'a dit, les inégalités augmentent effectivement en Chine. Alors, je crois qu'il faut aussi regarder de façon relative, c'est-à-dire qu'on se rend compte actuellement que si on prend le coefficient Gini, on se rend compte que l'inégalité est plus forte en Chine qu'en Inde, par exemple. Bon, mais il faut aussi tenir compte de ce qu'a dit Ricardo Haussmann, c'est-à-dire que la Chine a commencé, on peut dire, sa mutation économique il y a plus longtemps que l'Inde, et que comparativement, ils ne sont pas tout à fait au même niveau, et que, qu'on le veuille ou pas, une forte croissance a tendance à augmenter les inégalités. Et c'est la raison pour laquelle il est important, effectivement, d'avoir des pouvoirs publics qui soient en mesure de pouvoir compenser cette augmentation des inégalités. Merci bien. Il y a une première question, madame. Merci de vous présenter pour nous. Guylaine Lajouanine, je suis à l'Institut de France, donc correspondant à l'Académie des sciences morales et politiques, et je préside le Haut Conseil de la télésanté, Télémédecine sans frontières. Alors, 3 axes et une question. 3 axes, on a bien compris, il n'y a pas de développement sans santé et éducation, mais pas d'éducation et de santé sans développement. 2, comme on le sait, entre gitans, on ne va pas se raconter la bonne aventure. Une entreprise qui ne fait pas de profit ne peut pas faire de social. 3, lutter contre la pauvreté, c'est aussi lutter contre l'ignorance et l'isolement. Donc, messieurs, parce que vous voyez, égalité, je ne peux pas dire mesdames. Donc, messieurs, ne croyez-vous pas que à l'heure actuelle, au niveau de ce cadre du développement durable qui était l'économique, et comme vous le savez, on a développé le HQE par rapport à la 2e dimension du développement durable, qui est l'environnement, on est en train d'oublier l'essentiel aussi. La même chose qu'on a protégé le capital patrimoine avec le HQE, c'est de protéger aussi ce capital humain. Donc dans cette 3e dimension du développement durable, avec le HS2, haute sécurité santé, parce qu'on le sait, c'est la 3e dimension, c'est le social, le sociétal. Donc, santé, solidarité, sécurité, HS2. Donc, ma question, je vous emmène dans l'imaginaire. Vous êtes maître du monde, avec tous les moyens qu'il faut. Quelle est votre action prioritaire, pragmatique, pour réconcilier
l'économique et le social. Rien que ça. Rien que ça. Vous avez peut-être pas, on ne va pas vous donner les 9 réponses des personnes présentes, mais qui souhaitent faire une réponse à cette question en forme de défi. Bruno Lafont? Non, je ne sais pas. Oui. Je vous en prie. On ne peut pas prétendre être le maître du monde. Mais effectivement, pour réussir, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de leviers très simples où la performance et ce que vous dites sur les besoins du monde peuvent se réconcilier. Moi, je sais que quand j'ai pris mes fonctions, j'ai décidé que la première priorité du groupe serait santé et sécurité. C'est-à-dire qu'il ne devait plus y avoir d'accidents dans nos usines et qu'on devait travailler à ce que chaque collaborateur du groupe soit en bonne santé. Et on tâche, dans les pays les plus difficiles, à lancer effectivement, et on a fait beaucoup de choses, par exemple en Afrique, sur tout le domaine de la santé. Et un des pôles de nos ambitions en matière de développement durable, c'est effectivement l'aide à l'éducation et à la santé, ce qui sont probablement les deux moteurs. Mais la santé, ça va aussi avec le logement et ça va avec l'alimentation. Donc tous ces besoins doivent être réunis. Et quand je parlais tout à l'heure de bottom de pyramide, c'est-à-dire l'accès à un segment de marché qui est considérable en termes de nombre d'habitants, considérable même en termes monétaires, et très difficilement accessible parce que c'est financièrement difficile, il faut faire une offre spécifique, ce sont plein de segments différents, c'est très compliqué. Mais je pense que ça aussi, c'est vraiment un secteur dans lequel toutes les entreprises vont avoir à se développer et à innover. Alors je ne sais pas si ça va pouvoir se passer dans le transport aérien, mais en tout cas, dans la vente de sacs de ciment, de produits de santé de base et de produits alimentaires, je pense que c'est quelque chose de très riche. Merci. Pour poser peut-être la question autrement, est-ce que vous avez le sentiment qu'on a peut-être trop attendu pour avoir cette réaction-là sur les transformations sociales nécessaires et qu'au fond, elles se sont rappelées à vous? Je ne parle pas seulement aux entreprises d'ailleurs, mais je vois que vous êtes plusieurs à vouloir répondre. Monsieur Chang, à la double question. Oui. Thank you. And I would like to make two very brief points upon the social welfare. Very close to your mic, please. Very close to. Yes, please. Okay. I would like to make 2 points regarding the social welfare in China. One is, China's government is expanding its coverage of the pension system and the healthcare system, not only in the urban area but also in the rural area, especially in the developed rural areas along the coast areas of China. The second point is regarding to the inequality in income. Yes, it's true that Chinese people are complaining about the inequality income. I think we are very seriously taking into account this problem, and we can, address this kind of problem by, reforming our taxation system, and also we have already initiated the campaign fighting against the corruption and so on and so forth. So I think these 2 points I'd like to make. Thank you. Thank you, Mr. Chang. Mr. Pourri, quelqu'un d'autre voulait répondre aussi à cette question? Ou bien nous allons dans la salle voir s'il y a d'autres réactions et questions. Merci de vous manifester si c'est le cas. OK. Mr. Pourri, please. Thank you. Yes, sure. One difference between the other countries we have talked about and India is, well, essentially China. India is a very strongly democratic country. Yeah, thank you. So what happens is the democracy itself, the voice of the worker, automatically
forces organizations. Organizations want to come, encourage, and look after its workers. I don't think there are many places in India. There are inequalities, but they are rapidly changing today. And that change is very fast because everybody has a voice. You know, I have seen the difference between cultures, essentially. I shouldn't be speaking about China. China is a highly disciplined nation. India is a democratic and fairly indisciplined in itself. And what happens there is, if you ask an Indian, sit down, he'll stand up. And that is one of the reasons. But then he has a right, a voice. And that voice allows him the equality and world-class salaries, or at least not salaries which you equate with Europe, but within India, higher salaries. That's what is changing today. Merci, en effet, merci Monsieur Puri, tout à fait. Il y a des questions, là je vois des bras se lever, manifestez-vous, merci beaucoup. Monsieur sur notre gauche, et merci de vous présenter pour nous. Oui, bonjour, Sylvie Maléco, Société Millennium. Alors c'est avant. Vous avez opposé parfois et parfois complété l'économique et le social. Est-ce qu'il n'y a pas un troisième pilier qui est le pilier du politique ? Et peut-on faire bouger les choses si on n'a pas une mutation politique d'un certain nombre d'acteurs et d'États? Et la question, c'est comment est-ce que quand on est un acteur industriel, soit national, soit étranger, ou quand on est un organisme supranational, on peut faire évoluer les mentalités des politiques doucement vers des modèles qui ne sont peut-être pas forcément le nôtre. On a parfois l'angélisme de croire que nous sommes les rois des droits de l'homme et que notre modèle démocratique est le plus beau de tous. C'est sans doute le cas, mais il y en a peut-être d'autres. Donc comment peut-on progressivement faire avancer les choses dans le domaine du politique ? Oui, en effet, Bruno Lafont nous a fait observer que tout cela n'était pas possible sans la participation aussi des gouvernements. Philippe de Fontaine-Vive, vous voulez répondre là-dessus ? Juste un élément pratique qui répond d'ailleurs en partie à la question précédente, en demandant par exemple à ce qu'il y ait consultation locale systématique sur les projets que nous finançons. Il est fini le temps où nous arrivions avec nos critères techniques de performance, de qualité, etc., de solidité, et c'est tout. Nous sommes aujourd'hui dans une phase nouvelle, y compris dans les pays émergents, où nous demandons à ce que les populations locales soient consultées pour pouvoir donner un point de vue, ce qui rejoint exactement ce que vient de dire monsieur Puri. Et ceci aboutit dans certains cas à ce que le projet ne nous soit plus demandé. Donc il faut avoir conscience aussi des conséquences que ça peut avoir. Et dans d'autres cas, il est mieux conçu, il favorise les populations locales à côté de l'objet industriel que nous finançons. Donc voilà une réponse pratique. Merci beaucoup. Nous avons le temps d'une toute dernière question. On vous presse un petit peu, mais on a promis de terminer à l'heure, comme les autres. Une question rapide. Christian Lajoux, Sanofi et également les entreprises du médicament. Je ne reviendrai pas sur la santé, j'étais très attentif à tout ce qui était... Mettez votre micro un peu plus bas. Oui, je ne reviendrai pas sur la santé, j'étais très attentif à tout ce qui était dit là-dessus. Je pense que notre pays, la France, ne doit pas oublier qu'on est dans une compétition internationale. Mais ma question revient sur un propos de M. Lafont que je partage totalement, à une remarque près, c'est que la question du logement, de l'habitat dont il a parlé dans les pays émergents, se pose également quelquefois en termes très difficiles dans les pays les plus riches comme le nôtre. Je pense notamment aux étudiants qui n'ont pas d'accès à l'habitat, aux jeunes collaborateurs qui sont employés dans différentes régions qui n'ont pas d'accès non plus à l'habitat. En effet, merci de le faire remarquer. Vous ne l'avez pas vu, mais Jean-Hervé Laurenzier est ressorti comme un diable de sa boîte pour nous dire qu'il fallait arrêter le débat. Il est 12h30. Je remercie infiniment. Pierre, une toute dernière observation, si vous voulez. Et nous vous libérons. Très bon appétit à tous. Merci, messieurs. Au fond, les entreprises sont demandeuses aussi d'un cadre méthodologique. De quoi parle-t-on exactement lorsqu'il est question de responsabilité sociale et environnementale? Je pense que Philippe de Fontaine-Vive, qui va parler à présent, a bien noté l'environnemental, puisque c'est aussi un thème sur lequel il a largement travaillé. Vice-président de la BEI, Philippe de Fontaine-Vive, vous
Vous voulez peut-être parler de l'ensemble des pays émergents, hein. On va élargir le débat et on entendra ensuite, après vous, Bruno Lafont et Louis Gallois, tous deux responsables de très grandes entreprises multinationales, comme vous le savez. On aura le temps du débat ensuite. Merci beaucoup. Après avoir entendu chef d'entreprise et analystes qui, en gros, soulignent que l'émergence est une évidence, je voudrais essayer de développer un paradoxe venant d'une institution publique européenne. Le paradoxe étant le suivant, que pour l'Union européenne, aujourd'hui, cette émergence n'est pas prioritaire. Cette émergence est marginale et j'essaierai de voir pourquoi expliquer ce paradoxe à partir de 3 raisons. L'émergence devrait être une évidence. Les taux de croissance, les transformations sociales évoquées au moment où l'Europe a une croissance relativement modérée, pour être modeste dans le propos, il devrait y avoir un élan vers le grand large, un élan qui nous amène à aller bien au-delà de la signature de grands contrats à l'occasion des rencontres de chefs d'État et de gouvernement, quelque chose qui soit une véritable dynamique qui utilise les ressorts publics pour conforter le marché, pour faire en sorte que l'industrie européenne profite à plein de ces fortes croissances très différentes de celles que nous connaissons dans l'Union européenne. C'est ce qui viendrait sous le bon sens, je dirais. Et le paradoxe duquel je pars, c'est qu'à l'inverse, il y a un consensus public en Europe, au contraire, pour que les actions au grand large restent marginales, ne dépassent pas grossièrement 5% de nos actions, ce qui est loin de représenter la force économique que représentent la Chine, l'Inde, le Brésil et tous les autres. Et ceci se constate à l'occasion de chaque définition des interventions publiques que nous avons, soit au niveau national de chacun des États membres européens, soit au niveau des institutions européennes. Pas plus tard qu'il y a un mois, nous avions notre Assemblée générale. Il y avait un point qui faisait l'unanimité de l'ensemble des ministres des Finances de l'Union européenne, c'est faites 5%, pas plus, au grand large, et concentrer l'essentiel de vos moyens financiers sur ce qui est possible de faire dans la grande Europe, et j'y reviendrai ensuite. Ce paradoxe apparent, pour moi, a 3 raisons. Et je les énoncerai rapidement dans le temps qui est là. Il y a un papier qui a été circulé et donc vous trouverez quelques chiffres, ce qui me permet de me contenter de me référer aux idées. La première raison, elle est de nature sociale. Il y a une double question sociale qui contraint très fortement les décideurs publics. Il y a la question sociale européenne. Il est clair qu'il est très difficile aujourd'hui pour un décideur public européen de s'extraire du mouvement des indignés, du mouvement qui conteste le fait qu'on se porte plus loin. Et donc, l'idée de solidarité, l'idée d'intervention à l'extérieur est une idée qui bat en retraite à l'heure actuelle dans les décisions publiques. Il faut donc extrêmement de courage de la part des ministres ou autres décideurs pour défendre un investissement au loin. La deuxième question sociale qui fait peur, bien, c'est ce que nous venons de connaître et qui est pourtant un très heureux événement qui est le printemps arabe. Il y a accroissement des incertitudes. Je remarque avec plaisir que vous avez accolé à progrès économique l'expression de transformation sociale. La réaction publique à ce qui se passe à l'heure actuelle au plus près de nous est d'abord une réaction de peur, se demandant qu'est-ce que nous avons manqué dans l'histoire récente de nos pays amis, voisins, méditerranéens, pour ne pas voir venir les révolutions arabes qui ont lieu à l'heure actuelle. Et donc la question qui se pose, j'étais très heureux d'écouter M. Cheng, qu'est-ce qui se passe dans le tréfonds de la société chinoise, qu'est-ce qui se passe dans le tréfonds de la société indienne, qu'est-ce qui fait que nous sommes hors de risque de conflits intérieurs ou extérieurs, et non pas dans le monde pacifique et bien régulé auquel nous aspirons. Donc cette double question sociale à l'intérieur de l'Union européenne et à l'extérieur de l'Union européenne explique, c'est le premier élément, cette frilosité, appelons-la comme cela. Deuxième explication qui est plus structurelle et plus évidente pour le banquier que je suis, c'est une question financière. Le monde a terriblement changé.
le monde a non seulement terriblement changé en Inde, mais il a changé d'où vient l'épargne mondiale. Vous verrez dans le petit papier que j'ai fait circuler que sur les 15 dernières années, il y a maintenant 3 groupes de pays, l'Allemagne, la France, le Japon, les pays du Golfe, mais aussi maintenant la Chine et les émergents asiatiques, qui financent le reste du monde. Le recyclage financier, maintenant c'est cela, et la Chine et les autres pays émergents asiatiques sont même la majorité des capitaux qui financent le reste du monde. Ça veut donc dire que l'outil de transformation financière que nous étions habitués à être, d'avoir dans les pays occidentaux, dans les pays les plus développés, une production d'épargne qui devait se réinvestir au grand large ou moins loin, c'est un modèle qui a disparu, ou en tout cas qui a disparu durant les 15 dernières années. Aujourd'hui, un outil financier, par exemple, comme la Banque européenne d'investissement, ce n'est plus prendre l'épargne européenne et aller l'investir en Asie, c'est prendre l'épargne asiatique pour essayer qu'elle s'investisse en Europe. C'est un changement radical de modèle, et ça veut dire que nous sommes moins des gens qui allons financer des projets en Chine, au Brésil et ailleurs, et plus des gens qui vendent les obligations européennes pour essayer de capter une part de cette épargne mondiale, et il faut que nous démontrions cette capacité à attirer l'épargne mondiale. Troisième explication, pour rester dans le temps, c'est une explication économique. Bien sûr, nous regardons avec intérêt, peut-être parfois jalousie, les développements chinois, indiens, brésiliens, mais nous avons aussi à nos portes le Maroc, l'Europe de l'Est, la Méditerranée, qui sont des zones de nouvelle productivité pour des raisons différentes, mais qui sont à notre portée, qui sont totalement intégrées économiquement avec l'Union européenne. L'une est une zone de forte redynamisation de l'Union européenne, je pense à l'est de l'Europe, parce qu'il y a un effet de rattrapage énorme encore aujourd'hui à exploiter. La Pologne et d'autres sont de très bons exemples de succès économique qu'il faut poursuivre parce que nous sommes loin d'avoir un rattrapage de niveau de vie. Et à notre sud, la Turquie et les autres pays méditerranéens sont vraisemblablement la source de vitalité économique que l'Amérique latine a pu représenter pour les États-Unis. Et donc nous avons un besoin d'arrimage économique absolument clair, et ce n'est pas étonnant de voir, quand vous constituez un panel au hasard comme celui qui a été constitué aujourd'hui pour se retrouver devant vous, que nous retrouvons l'Office des phosphates marocains qui est un de nos clients, que vous retrouvez Lafarge avec qui nous avons signé en Syrie et que vous retrouvez EADS avec qui nous avons signé en Europe. C'est donc qu'on a une dynamique économique européenne qui a besoin fondamentalement de retrouver confiance en elle-même pour refaire de l'émergence une évidence, mais en l'abordant de façon beaucoup plus positive qu'aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe de Fontanier. Avec Louis Gallois, nous concluons donc ce premier tour. Autre grande multinationale installée dans bien des régions du monde, notamment l'Amérique latine. Si on peut en parler un petit peu plus précisément, Louis Gallois, il me semble que ce continent a été assez peu abordé. Merci. Mon propos va compléter celui de Bruno Lafont, puisque nous sommes dans des problématiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes, étant donné les secteurs d'activité où nous intervenons, mais nous sommes dans des problématiques d'entreprise. Juste un mot pour dire que nous avons 3 raisons pour aller dans les pays émergents. La première, évidemment, la raison essentielle, c'est que la croissance est là-bas. Et si nous n'avons pas subi la crise de 2008-2009 comme nous subissions dans le passé, pour Airbus par exemple, les crises économiques, c'est parce que la demande des pays émergents a continué à croître pendant la crise. Et nous nous sommes trouvés dans une configuration nouvelle. Le marché n'était plus le marché Europe-États-Unis, c'était le marché des pays émergents. Et c'est un élément tout à fait déterminant. Le second élément, c'est évidemment les coûts. On ne peut pas ne pas le dire, surtout dans une entreprise comme la mienne, très sensible à la parité entre l'euro et le dollar. Il est clair que s'installer dans les pays émergents, c'est d'une certaine manière, il faut le dire, échapper aux contraintes de l'euro.
monsieur le gouverneur. Je m'exprime avec beaucoup de respect en votre présence. La troisième raison qui nous conduit dans les pays émergents, c'est les ressources technologiques. Actuellement, nous sommes contraints par le nombre d'ingénieurs disponibles en Europe. Il est extrêmement difficile de faire venir des ingénieurs du reste du monde en Europe pour des raisons à la fois culturelles et réglementaires. Donc nous installons nos bureaux d'études à Pékin, à Bangalore, à Singapour, parce que nous voulons avoir accès à des ressources technologiques que nous ne trouvons plus en Europe. Une entreprise comme la mienne ne peut pas travailler avec 25% des ressources technologiques mondiales. Nous devons pouvoir avoir accès à 100% des ressources technologiques mondiales. Alors, comment se comporter dans les pays émergents? Alors, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Bruno Lafont, je suis totalement d'accord avec ses propos. Il est clair d'abord que dans notre métier, il faut investir. Si nous voulons être crédibles pour accéder à des marchés qui sont des marchés parfois de souveraineté dans les pays émergents, il faut que nous investissions dans ces pays. C'est ce que nous sommes en train de faire, ce qui pose évidemment des problèmes sérieux parce que nous sommes également considérés comme des industries de souveraineté en Europe. Deuxièmement, nous devons être perçus comme de bons citoyens. Et ça va à la fois depuis la manière dont nous traitons nos employés jusqu'au respect de l'environnement en passant par des comportements éthiques. Ce n'est pas la partie la plus facile. C'est-à-dire la manière dont nous nous comportons dans ces pays, notamment vis-à-vis des questions dites, comme en franglais, de compliance. Et il est clair aussi que nous devons montrer que nous participons à la résolution des problèmes des pays. Et j'ai été très intéressé par ce qu'a dit M. Puri sur l'Inde. C'est vrai que lorsqu'on discute avec des chefs d'entreprise indiens, ils ont tous la préoccupation de l'action philanthropique qu'ils peuvent avoir dans la région où ils opèrent. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. On ne peut pas parler avec un chef d'entreprise indien sans qu'il vous dise ce qu'il fait pour les communautés autour des usines de son entreprise. Et j'ai vu que M. Terrab disait la même chose au Maroc. Je crois que c'est quelque chose d'absolument essentiel. Mais je voudrais insister sur peut-être parce que ça n'a pas été dit, sur le fait qu'il faut aussi ne pas faire preuve de naïveté excessive. Ce sont des zones à risque, les pays émergents. Et comme le disait Bruno Lafont, on investit pour 50 ans. Quand on fait une ligne d'assemblage en Chine, c'est pas pour 5 ans. Il est clair que nous investissons de longue durée et nous sommes dans des zones à risque. Nous sommes dans des zones à risque parce que les croissances exponentielles que connaissent ces pays créent des tensions extrêmement fortes. Urbanisation, inégalités, même si ces inégalités ont été contestées. À l'intérieur des pays, elles créent des tensions extrêmement fortes, problèmes sociaux. Tout cela peut générer des crises qui peuvent devenir des crises violentes. Et nous devons savoir que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et que les croissances qui sont actuellement à l'œuvre dans les pays émergents généreront inévitablement des crises dans les années à venir. Chaque pays aura sa manière de résoudre ces crises. Nous avons notre propre manière en Europe. La Chine aura la sienne, l'Inde aura la sienne, mais nous savons qu'il y aura des crises à gérer. Deuxièmement, évidemment, les coûts. Les coûts vont augmenter. Il faut savoir aussi que les coûts ne sont pas obligatoirement bas dans les pays émergents. Parce que lorsque l'on regarde toutes les contraintes qui sont liées à l'exploitation dans les pays émergents, nous avons parfois des surprises qui sont pas exactement conformes à ce qu'on pouvait attendre. Nous, il est clair que ça nous coûte plus cher d'assembler un avion à Tianjin que de l'assembler à Hambourg ou à Toulouse. Ça, c'est évident, ça nous coûte plus cher. Parce que la productivité est plus faible, il y a une courbe d'apprentissage de productivité, et parce qu'il y a une chaîne logistique beaucoup plus compliquée à mettre en place. Donc nous n'avons pas une usine d'assemblage à Tianjin parce que les coûts sont bas. Nous avons une usine d'assemblage à Tianjin parce que c'est un accès au marché chinois et qui s'est d'ailleurs révélé extrêmement positif. Troisième élément, il y a des aspects réglementaires. La propriété intellectuelle en particulier est inégalement protégée dans les différents pays.
Et je pense qu'il y a là un sujet extrêmement sérieux. On voit d'ailleurs qu'un certain nombre d'entreprises européennes ont des contentieux considérables dans des pays émergents. Et nous devons savoir que nous, en investissant, en travaillant dans ces pays, d'une certaine manière, nous préparons nos concurrents, ce qui n'est pas illégitime. Mais il faut que ça se passe de manière qui soit relativement transparente. Il y a également tout ce qui concerne la gestion des litiges. On évite autant que possible d'être soumis à des tribunaux ou à des juridictions locales, parce qu'on n'est pas sûr de leur indépendance. On a des problèmes considérables de traitement des litiges. On a également on fait face aussi à des réglementations qui sont souvent très protectionnistes. Vous citiez, M. Boni, l'Inde. Il est clair, dans le secteur de la défense, il est extrêmement difficile d'investir en Inde. Il est impossible d'investir en Turquie dans le domaine de la défense. Et je dirais même plus largement de l'aéronautique. Nous devons passer par d'autres moyens pour le contact avec ces pays, par des partenariats, par des associations avec des entreprises locales, par des investissements propres. Mais on a à faire face à des réactions que nous avons connues dans nos propres pays. Mais c'est pour cela je ne crois pas que ce soit en soi totalement incompréhensible, mais c'est une réalité. Voilà ce que je voulais dire, parce qu'il ne faudrait pas que nous fassions preuve d'angélisme. Je pense que nous allons dans les pays émergents parce que c'est une nécessité absolue pour nos entreprises, mais il faut y aller à la fois en jouant le jeu, et le jeu du citoyen. Nous devons être citoyens dans ces pays, mais nous devons y aller les yeux ouverts. Merci. Merci, Louis Gallienne. On commence sans plus attendre avec vous, Ricardo Haussmann. Merci d'introduire notre session. Bon, et merci beaucoup. C'est ma première rencontre économique ici à Aix-en-Provence. Je suis très content, très reconnaissant pour cette invitation. Et je dois dire, c'est très excitant de pouvoir parler sur les pays émergents dans ce contexte, parce que la vision du monde qu'on a depuis des pays émergents est très différente que ce que j'ai entendu hier. Par exemple, si vous voyez le monde du point de vue des pays émergents, aujourd'hui, il n'y a pas une crise mondiale. Il n'y a pas une crise mondiale. Il y a peut-être une crise au sud de l'Europe, il y a peut-être une crise aux États-Unis, mais il n'y a pas une crise mondiale. Là, le monde est à un taux de croissance au-dessus de 4% cette année. Il a eu un taux de croissance au-dessus de 5% l'année passée. Cet taux de croissance s'est passé 4 fois dans les derniers 30 ans. Donc le monde, il est en train d'achever des taux de croissance qui sont extrêmement élevés. Et le monde est en train de donner des signes que cette croissance a des limites, qu'il n'y a pas trop d'espace pour avoir encore plus de croissance. Par exemple, vous voyez le prix du pétrole, vous voyez les prix des matières premières, les métaux, et la nourriture. Et on voit qu'il y a un problème d'offre, il n'y a pas un problème de demande au niveau mondial. Donc, du point de vue du monde, le monde, il est en train d'achever des taux de croissance très, très élevés. Le monde, il n'est pas en crise. Il y a peut-être des endroits dans le monde qui sont en crise, mais le monde en tout, il n'est pas dans une crise économique. Numéro 2, j'ai entendu hier parler beaucoup du problème de l'augmentation des inégalités. Ça, ce n'est pas le problème du monde, point de vue global. Le problème du monde, point de vue global, c'est la diminution des inégalités. Et le grand problème est si le monde va avoir la capacité de gérer la diminution des inégalités. Je vais vous donner certains chiffres. Quand Adam Smith a écrit La richesse des nations, le pays le plus riche du monde, qui était l'Hollande à l'époque, avait un revenu par tête qui était 4 fois plus grand que le revenu par tête des pays plus pauvres du monde. Aujourd'hui, les pays plus pauvres du monde sont des pays comme l'Érythrée, le Congo, le Malawi. Vous multipliez ça par 4 et vous vous en trouvez
l'Inde, le Haïti. Vous multipliez ça par 4 et vous arrivez à la Chine ou à l'Équateur. Vous multipliez ça par 4 et vous arrivez au Chili. Vous multipliez ça par 4 et vous arrivez en Allemagne. Donc aujourd'hui, les pays les plus riches du monde sont 400 fois plus riches que les pays plus pauvres du monde. Ce qui était un rapport de 4 à 1 quand Adam Smith a écrit La richesse des nations est devenu une différence de 400 à 1. Et maintenant, dans le monde, 70% de l'inégalité entre deux personnes choisies de façon aléatoire dans le monde vient du fait qu'ils sont nés dans pays différents. Ce n'est pas la différence des inégalités dans les pays, c'est les inégalités entre les pays. Et ces inégalités entre les pays sont en train de diminuer parce que les plus pauvres sont en train d'avoir un taux de croissance en moyenne de 6%, et les plus riches ont un taux de croissance moyenne de 2%. Donc maintenant, on voit la diminution de cette augmentation incroyable des inégalités mondiales qu'on a vues pendant 200 ans. Donc le problème du monde aujourd'hui, c'est gérer la diminution des inégalités internationales. Ce n'est pas un problème d'augmentation des inégalités. Point numéro 3, j'ai entendu hier parler beaucoup du problème de résoudre la crise qui a commencé en 2008. À mon avis, ça c'est une interprétation fausse du problème. La crise de 2008, c'était une crise d'une panique financière. Et la panique financière est finie. Il n'y a plus de panique financière. Les taux d'intérêt sont très bas pour la plupart des gens, la plupart des pays. Les pays émergents, ils arrivent à emprunter de l'argent à des taux les plus bas qu'ils n'ont jamais eu. Donc, il n'y a pas une panique financière. Le problème du monde, ce n'est pas la crise de 2008. C'était la croissance de 2003 à 2007. C'était une croissance qui n'était pas soutenable dans certains pays, à savoir les États-Unis, l'Espagne, l'Irlande, la Grèce. C'était une croissance qui avait beaucoup à voir avec l'empreinte de ressources externes pour les investir sur l'immobilier, sur les ressources, sur les activités non commercialisables. Et ce qui fait que ces pays, États-Unis, et la Grèce, etc., n'ont pas un problème keynésien de manque de demande. Ce n'est pas un problème qui manque la demande. C'est des pays qui dépensent plus que son revenu. C'est des pays qui ont un déficit dans ses rapports avec le reste du monde. Donc, ils dépensent plus que son revenu. Leur problème, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de demande externe parce qu'ils n'ont pas structuré sa production pour arriver à vendre au reste du monde dans les quantités qui permettraient d'achever une balance économique. Donc, le problème des pays riches, ce n'est pas un problème keynésien de manque de demande, c'est un problème plus structurel d'une structure productive qui a été déformée par le type de croissance de 2003-2007, et c'est la correction de cette fausse croissance 2003-2007 que les États-Unis, que la Grèce, que l'Espagne sont en train de gérer aujourd'hui. Les pays émergents sont dans une situation très, très différente. Ce qu'on voit dans les pays émergents essentiellement, c'est une accélération de la diffusion technologique. C'est des pays qui ont un revenu par tête qui est bien en dessous du revenu par tête des pays riches, mais que maintenant, ils ont suffisamment de structures pour absorber la technologie qui est déjà là et pour arriver à achever des niveaux de productivité qui sont plus en ligne avec les niveaux de productivité que le monde riche connaît déjà depuis longtemps. Ça, ce fait de l'accélération de la croissance dans les pays émergents a aussi l'impact de transformer la nature de la croissance au niveau mondial. Par exemple, dans la décennie qui a fini dans l'année 2000, le revenu par tête moyen de la croissance, si vous calculez un revenu par tête de la croissance, de increment économique, c'était un revenu par tête d'environ $35 000 par tête.
Aujourd'hui, le revenu moyen de la croissance est à 15 000 $ par tête. C'est-à-dire, le consommateur moyen qui est en train de croître est un consommateur beaucoup plus pauvre de ce qu'il était auparavant. Donc, la structure de la demande aujourd'hui va refléter. I'm going to switch to English. Refléter. It's going to reflect the level of income of countries that are much poorer. That means that they'll spend more money in food, they'll spend more money in energy, they'll spend more money in housing, they'll spend more money in different things. So the structure of world growth is changing because the agents who are growing are changing, and they're moving more to emerging markets. They also need products that require different design. It's designed for different levels of income, and consequently, it also facilitates the research and development carried out in developing countries because they understand those consumers better than you can understand them. Monsieur Haussmann, il faut raccourcir un tout petit peu votre présentation. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Je ne vous le fais pas dire. En 3 mots, et dans mes calculs sur comment sont les pays et how are countries ready to absorb technology and consequently to accelerate growth, I rank India as the most likely country to have the fastest rate of growth over the next decade. It's going to grow faster than China. China is going to be growing very fast, but China is already 4 times richer than India. So it will keep on growing faster and it will be richer than India, but India is going to maintain its rate of growth. There's going to be a lot of growth in Eastern Europe and in Turkey. There's going to be still a lot of growth in East Asia, in some parts of Africa, in Kenya, for example. And then there's going to be growth in the countries that are resource rich, and they'll be exporting either energy, metals, or food. But I am a little bit more skeptical about the long-run possibilities of these countries because resource concentration has had a long tradition of not generating economies that are able to absorb and diffuse technology. So that's my bottom line. Thank you very much. Merci, merci. Merci infiniment, Ricardo Haussmann. Pardon de vous déjà commencer à vous restreindre, mais cela permettra le débat si l'on a chacun le temps imparti. On retient en tout cas ce que vous nous dites, beaucoup d'éléments, peut-être certains qui viendront à la discussion, lorsque vous nous parlez par exemple non pas d'augmentation des inégalités, mais plutôt de diminution. J'ai cru percevoir quelques mouvements dans la salle. On retient en tout cas votre première formule, la crise, mais quelle crise? Quittons notre regard d'Européens et allons vers les pays émergents où on ne parle pas de crise précisément. C'est certainement un des éléments qui devrait conduire notre débat. On va parler de transformation sociale aussi dans un instant, mais cette importance des infrastructures, moyen évidemment tout à fait nécessaire de désenclaver les régions et les populations qui ne profiteraient pas de cette formidable croissance. Peut-être une bonne transition vers vous, André Chiang, le vice-président, je l'ai dit, du comité France-Chine. Peut-être que vous allez nous parler des limites de ce modèle qui n'inclurait pas suffisamment l'ensemble de la population. Oui, merci beaucoup, Dominique. Donc, c'est un très grand plaisir pour moi de prendre la parole devant vous et après le professeur Chang, qui vous a parlé des raisons de la croissance chinoise et de ce qu'on appelle le succès chinois. Moi, je vais me polariser plutôt peut-être non pas sur la crise, puisque nous avons dit que dans les pays émergents et en Chine en particulier, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais sur les difficultés quand même qui se profilent à l'horizon chinois. Alors, les historiens le savent, en Chine, les révolutions partent des campagnes. C'est grâce aux campagnes que le Parti communiste a pris le pouvoir en 1949. C'est d'elle qu'est partie la réforme de Deng Xiaoping en 1978, et ce sont aussi elles qui posent aujourd'hui l'un des problèmes les plus sérieux au pouvoir chinois. 30 ans après la politique d'ouverture et de réforme de Deng Xiaoping, les mondes urbain et rural chinois cristallisent 2 défis. Pour le monde urbain, c'est ce que j'appelle le piège du revenu moyen, sur lequel j'ai écrit un papier qui vous a été distribué et que je me contenterai donc de résumer en quelques mots.
Au stade de développement que connaît la Chine, c'est-à-dire autour de 4 500 $ par habitant de PIB, et qui avoisine donc les 5 000 $ par habitant, avec une population qui peut satisfaire les besoins les plus élémentaires, les gens aspirent à accéder à la classe moyenne, concept que Deng Xiaoping avait appelé en son temps Xiaokrang, qu'on peut traduire approximativement par un état de prospérité modeste. Mais précisément, c'est à ce moment-là que tout devient plus difficile. Pourquoi? Eh bien parce que les exigences de la population augmentent, alors qu'en même temps, les progrès de productivité deviennent plus difficiles, et les grandes sociétés nationales trouvent plus facile de gagner de l'argent grâce au protectionnisme et au monopole, ce qui induit un piétinement de l'augmentation du niveau de vie. La majorité de la population reste aux portes de la classe moyenne. Les PME n'arrivent pas à se développer et tout cela entraîne des politiques démagogiques qui finissent par plonger le pays dans la crise. C'est ce que les économistes chinois actuels appellent le piège du revenu moyen et c'est l'un des dangers qu'ils redoutent le plus pour l'avenir immédiat de la Chine. Pour le pouvoir chinois, ce piège est redoutable. Mais l'expérience montre, l'histoire montre qu'il a pu être franchi brillamment par un certain nombre de pays, on peut citer le Japon, la Corée, Singapour, en s'appuyant sur une recette efficace, constamment améliorer la productivité du travail en remontant l'échelle de la valeur ajoutée grâce à un effort soutenu en recherche et développement. Donc, je voudrais maintenant insister sur le défi jumeau du précédent, qui est la crise de la mutation du monde rural chinois. La Chine a toujours entretenu des rapports ambigus avec sa paysannerie. Car si officiellement les lettrés confucéens honoraient le paysan et célébraient son honnêteté et son travail plus que l'intelligence et la rouerie du commerçant, placés beaucoup plus bas dans l'échelle de la société, dans la réalité, il y avait bien une collusion entre la bureaucratie lettrée et les riches marchands pour exploiter la paysannerie. On sait que le Parti communiste doit sa victoire à la paysannerie plus qu'à la classe ouvrière en Chine, mais le paysan chinois en a bien peu profité. Et pourtant, sa contribution a été immense dans la construction de la Chine moderne. Devenu ce qu'on appelle un travailleur migrant, pas encore urbain, mais déjà éloigné de la terre, c'est le travailleur migrant chinois qui bâtit les gratte-ciels de Shanghai, qui pose les voies des trains à grande vitesse, qui fournit la main-d'œuvre des usines qui ont fait de la Chine l'atelier du monde. Quand il faut de la force et de l'endurance, c'est lui. Quand il faut de la finesse et de la précision, c'est sa femme ou sa fille. Mais son influence va au-delà des frontières de la Chine. S'il n'y avait pas le travail migrant chinois, Adidas ne pourrait pas inonder la planète de ses baskets et Apple ne pourrait pas proposer un nouveau modèle de iPad ou de iPhone tous les 6 mois. Au niveau macroéconomique, parce que pendant des années, sa productivité a augmenté bien plus que ses salaires, c'est lui qui a permis cette étrange cohabitation que nous connaissons dans le monde entre la flambée des prix de l'énergie et des matières premières et la sagesse persistante des prix à la consommation. Le tueur d'inflation aux États-Unis, ce n'est ni le président Bush ni le président Obama, ce n'est pas Greenspan ni Bernanke, c'est le travailleur migrant chinois. Mais cette situation est en train de changer, parce que la nouvelle génération de travailleurs migrants ne ressemble pas du tout à celle de ses parents. Dans les années 80, le travailleur migrant se sentait paysan et attaché à son village. Il était content de gagner un salaire, et même si ce salaire était faible, il se sentait riche dans son village. Mais ses enfants ont complètement changé, ses enfants rêvent de la ville et ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas jouir des mêmes privilèges que les urbains en Chine. La raison en est à la fois simple et terrible. C'est parce que ces travailleurs migrants représentent 150 millions de personnes. Et si reconnaître leur rapport en leur donnant les mêmes droits que les citadins ne serait que justice, en réalité, leur nombre est tel que si on le faisait d'un seul coup, l'économie de la Chine ne le supporterait pas.
Alors on maintient le système archaïque du Hukro, qui est cette carte de résidence qui discrimine entre les vrais habitants d'une ville et ceux qui sont temporairement. Mais au fil des ans, ces problèmes se sont accumulés. Les travailleurs migrants venus de l'ouest de la Chine, dans les riches provinces côtières, ont formé une population déracinée, mal payée, mal logée. La Chine a compris depuis longtemps, mais il lui faut éviter à tout prix deux dangers majeurs, un exode massif des régions pauvres vers les régions riches et une destruction de la terre agricole qui malheureusement est aussi souvent une excellente terre à bâtir. Alors comment y arriver? Eh bien, par une série de mesures combinant interdiction sévère et tolérance plus ou moins tacite. On encourage les travailleurs migrants à retourner dans une province d'origine, mais on est bien obligé de laisser un certain nombre s'établir dans les provinces riches. Je vais accélérer mon débit. Donc on réoriente les industries vers l'intérieur tout en assurant un niveau de vie plus convenable au travers des régions côtières. Et cette politique aboutit à un creusement des inégalités, car bien évidemment, ce sont les plus capables des régions pauvres qui vont s'établir dans les régions riches. Alors, il faut mettre en place des filets de protection sociale qui assurent un minimum aux régions pauvres pour la santé, la retraite ou l'éducation. Piège revenu moyen et mutation du monde rural sont des dangers qui ne peuvent rester indifférents pour le reste du monde, car tout ce qui concerne la Chine concerne aussi le reste du monde. Et pourtant, ces questions sont superbement ignorées pour laisser place à des débats encore dépassés. Et je terminerai par un exemple de ce que j'appelle un débat dépassé. On continue de protester contre la sous-évaluation du yuan, sans se rendre compte qu'au rythme où augmentent les salaires en Chine, c'est plutôt de la hausse des prix chinois qu'il faut s'inquiéter. Et je vois déjà cohabiter dans la presse économique deux reproches dont on ne se rend pas compte qui sont contradictoires. La Chine maintient son yuan dévalué et la Chine exporte son inflation. On ne peut pas reprocher à la Chine tout et son contraire. Merci. Merci. Merci beaucoup André Chen, c'est très clair et très vivant aussi. On voyait bien la manière dont vous avez parlé de ces familles de migrants travailleurs qui n'acceptent plus au fond une situation qui les rendait plutôt heureux au tout début de cette croissance chinoise. Et puis on retient aussi votre expression sur le piège du revenu moyen. Il y a là matière à beaucoup de débats pour nous. On ne manquera pas de le faire, je l'espère, un peu plus tard. Bienvenue à cette table ronde qui est, je crois, vraiment incontestablement la plus importante ou l'une des plus importantes éventuellement de ces rencontres, puisque nous allons parler des pays émergents. Les pays émergents représentent plus de 50% du PIB mondial et cette part est en pleine évolution, elle est en train de croître et la transformation des pays émergents conditionne au premier plan la physionomie du monde dans le XXIe siècle. Et comme vous le savez, ces pays émergents se transforment extrêmement rapidement, tant de point de vue social que politique et économique. Et justement, l'objet de cette table ronde, c'est tout d'abord de vous présenter dans un premier temps certains témoignages de personnes qui connaissent particulièrement bien certaines zones géographiques, la Chine, l'Inde, l'Afrique, et aussi d'avoir ensuite, dans un deuxième temps, un éclairage d'acteurs qui dirigent des grandes entreprises internationales ou qui interviennent dans de grandes banques publiques d'investissement pour nous donner leur témoignage, leur vision globale sur les transformations de ces pays. Et en outre, nous avons la chance d'avoir Dominique Rousset pour animer ces débats. C'est trop gentil. Merci Pierre Cahuc. Je ne suis pas loin de partager l'avis de Pierre Cahuc. C'est une table ronde très importante, effectivement, qui va nous emmener d'un bout à l'autre de la planète. Bonjour à tous. On est ravis de nous trouver ici avec vous. C'est Ricardo Haussmann qui va dans un instant introduire notre table ronde en présentant, il est professeur à Harvard, en présentant donc les enjeux, la problématique de toutes ces questions qui sont soulevées sur les transformations sociales qui accompagnent ou pas d'ailleurs le progrès économique dans tous ces pays émergents. Je
vous présente donc nos contributeurs intervenant à cette table et on espère avoir le temps avec vous d'échanger aussi, pas seulement entre eux sur la table ronde. Alors d'abord, Monsieur Yuan Chang qui vient de Pékin, c'est l'Académie des sciences sociales de Pékin. Il est professeur d'économique et il dirige l'Institut de World Economics and Politics dans cette ville. André Chiang qui est ici à côté de moi est vice-président du comité France-Chine. On parlera, il est également l'auteur, je le dis puisque Jean-Paul Bedbez est sûrement dans la salle, l'auteur des 100 mots de la Chine, bien utile, je vous le conseille pour ceux d'entre vous qui veulent connaître les principales évolutions dans ce pays où tout va très vite. Deepak Puri vient de Delhi où il est également, il dirige le centre, une entreprise de haute technologie, il s'appelle Mother Bauer, il est docteur honoris causa de philosophie. Mostafa Terrab vient du Maroc, directeur général de l'Office chérifien des phosphates, c'est également un chef d'entreprise. Entreprise encore, Philippe de Fontaine-Vive, vice-président de la Banque européenne d'investissement, qui a beaucoup travaillé notamment sur les pays méditerranéens, mais pas seulement, je crois qu'il fera un tour d'horizon beaucoup plus large. Enfin, Bruno Lafont, groupe Lafarge et Louis Gallois, coprésident de ADS, qui aussi insisteront sur une région spécifique. C'est précisément vers EADS et Lafarge que nous nous tournons à présent pour boucler notre premier tour de table avec Bruno Lafont pour commencer. Peut-être qu'on va parler, on a peu parlé de l'Afrique jusqu'à présent, c'est peut-être le moment, mais pas seulement. Bruno Lafarge. Bruno Lafont, pardon, de Lafarge. On avait compris. Merci. Donc bonjour, moi je vais traiter du sujet comment les entreprises s'adaptent et participent aux transformations économiques et sociales. Et je vais essayer de me tenir à ce sujet malgré les introductions extrêmement intéressantes qui suscitent beaucoup de possibilités de réaction. Alors Lafarge est présent dans plus de 60 pays émergents. Ça va du Bangladesh à la Zambie, au Brésil, à l'Équateur, à l'Égypte, à la Syrie que vous venez de mentionner, à la Chine, aux États-Unis, qui ne sont plus émergents. Mais en fait, nous connaissons à peu près tous les stades de développement et je profite d'être au cercle des économistes pour demander aux économistes et peut-être aux marchés financiers d'avoir plus d'informations sur les pays émergents. C'est plus de la moitié du PIB mondial et c'est largement moins que la moitié des statistiques mondiales. Alors c'est nous, les entreprises qui sont dans tous ces pays, qui sont peut-être les observateurs les plus expérimentés, mais quand j'écoute effectivement cette table ronde, on s'aperçoit qu'on a toujours énormément à apprendre. Je me souviens qu'en 1983, quand j'ai rejoint le groupe Lafarge, Olivier Le Serre, qui dirigeait donc ce groupe depuis une dizaine d'années, et ce groupe à l'époque était 90% franco-nord-américain, parcourait le groupe en répétant « il n'y a pas de progrès économique sans progrès social ». Et j'ai repensé à ça en préparant mon intervention et j'ai repensé à ça aussi après tous les événements qu'on vient de connaître. Vous savez que Lafarge est fortement présent en Afrique et au Moyen-Orient. Et je voulais vous dire qu'effectivement, c'est toujours vrai, et c'est une vérité de base qui n'est pas une vérité propre aux pays développés, et c'est une vérité que nous vérifions partout dans le monde. Alors les entreprises dans les marchés émergents, c'est quelque chose qui est extrêmement prometteur, extrêmement fort, extrêmement croissant, c'est aussi parfois chaotique. Et donc notre stratégie, c'est d'être dans le plus grand nombre de pays émergents pour justement pouvoir nous adapter, pouvoir le comprendre et également pouvoir manager le risque. Ça suppose énormément d'agilité et ça suppose de savoir comment anticiper et comment participer à cette transformation sociale. Les pays émergents, c'est 4 milliards d'habitants qui n'ont pas un logement décent. Et sur les 4 milliards d'habitants dans le monde qui n'ont pas de logement décent, il y en a 3 milliards 850 millions qui sont dans les pays émergents. Et quand on parle de demande sociale, nous, dans les pays développés, on pense souvent à salaire, représentation, retraite. Et en fait, dans les pays émergents, ce dont on parlait il y a 30 ans, c'était de l'alimentation. De plus en plus aujourd'hui, on va parler de logement. Et si on regarde quelle est et comment se passe la demande sociale aujourd'hui, je vais traiter en fait d'une toute petite partie qui est la demande sociale qui est traitée par les entreprises quand elles investissent dans ces pays. Et là-dessus, je vais faire 3 remarques. La première, c'est que la première attente de nos collaborateurs, c'est des salaires et des emplois. Et là, on rencontre les premiers types de contradictions. Il y a de très fortes demandes d'augmentation de salaire dans tous les pays émergents.
c'est encore plus fort quand il y a des crises comme celle qu'on vient de connaître. On a beaucoup parlé des pays du Moyen-Orient, mais ce n'est pas le seul endroit dans le monde où on a ce type de demande très forte. Et généralement, cette demande d'augmentation de salaire va s'accompagner, bien entendu, parce qu'il y a toujours un enjeu de compétitivité, d'une action sur la productivité. Et la question est de savoir comment l'entreprise va réagir à cette exigence de productivité plus forte. Et c'est ce management fin du conflit salaire, augmentation de salaire et productivité qui est un des premiers challenges pour les entreprises dans les pays émergents. Et croyez-moi, les entreprises multinationales n'investissent pas dans les pays émergents parce qu'il y a des bas salaires uniquement. Elles investissent dans les pays émergents parce qu'il va y avoir de la croissance. Elles n'investissent pas pour 2 ans, pour 5 ans ou pour un mandat électoral. Elles investissent pour 50 ans. Et donc c'est dans ce cadre qu'il faut se positionner. La deuxième chose que demandent nos collaborateurs, c'est du respect. Et on s'aperçoit, notamment à l'occasion des crises qu'on vient de connaître, quand on essaye de débriefer finalement qu'est-ce qui n'allait pas avant, qu'est-ce qui était difficile ou qu'est-ce qui était finalement la plus forte revendication qui remonte, c'est on veut de la dignité, on veut du respect. Alors on le voyait dans les manifestations, mais on le voit aussi dans les entreprises, et c'est cette demande de respect qui rappelle en fait, une fois de plus, ce que disait Olivier Le Serre, c'est qu'un certain nombre de valeurs sont essentielles pour conduire à la performance, et que ces valeurs, on peut dire, et nous le vérifions bien, sont universelles. Et ça, c'est quelque chose que les entreprises peuvent apporter, parce que c'est quelque chose qui est réel, qui est vécu au quotidien. On sort de l'idéologie, si possible en n'utilisant pas les mots du langage justement codé, mais des mots très pratiques qui permettent aux gens de se retrouver. Et c'est cette forme de respect qui se traduit par exemple par on met en place à peu près les mêmes choses partout dans le monde sur un minimum de choses qui sont complètement universelles. Par exemple, santé et sécurité. Dans toutes les usines de Lafarge, partout dans le monde, vous reconnaîtrez un certain nombre de choses qui ne changent pas et qui font la fierté de nos collaborateurs, aussi bien en Afrique noire qu'en France. La troisième chose que demandent les gens dans les pays émergents, et c'est peut-être encore plus fort chez eux, et on vient de le repérer, et je vais reprendre la question de la responsabilité sociale. C'est un avenir, et un avenir pour eux et pour les leurs, c'est-à-dire pour leur famille, pour leurs proches, pour leur région. Et c'est là où les entreprises retrouvent leur empreinte, leur capacité à se responsabiliser et leur capacité à s'engager. Et tout ce qu'on peut faire dans les pays émergents pour former les gens, non seulement leur donner un emploi, mais les former, leur donner des perspectives à leurs enfants. Et ça peut commencer dans des zones les moins développées par des actions très simples sur la santé, par exemple d'ouvrir un dispensaire mobile autour d'une cimenterie, jusqu'à proposer un avenir en dehors de leur pays à des collaborateurs qui peuvent devenir chevronnés, ou jusqu'à observer exactement les mêmes principes de développement en matière d'environnement qui font que les entreprises multinationales non seulement apportent leur qualité de respect, de salaire, de puissance économique, mais également elles contribuent au développement économique, elles apportent une différence et donc elles tirent leur légitimité et ce qu'on appelle le permis le permis d'opérer. Le dernier point que je voulais mentionner, la dernière remarque, c'est que tout ce que les entreprises peuvent faire pour accompagner la transformation sociale dans les pays émergents vont trouver leurs limites, bien entendu, ou ne peuvent se faire complètement si elles n'ont pas, à un moment donné, le support des gouvernements. Bien entendu, les entreprises ne sont pas seules. D'abord, elles n'arrivent pas en pays conquis. Elles ne peuvent pas tout faire elles-mêmes. Elles sont elles-mêmes contraintes à une logique de compétitivité et de performance économique. Et donc, bien entendu, les pays émergents qui se développeront le plus vite sont ceux qui sauront anticiper le mieux cette demande sociale, faire en sorte que toutes les entreprises dans le même pays, nous avons des concurrents locaux dans les pays où nous sommes, que toutes les entreprises dans ce pays adopteront les mêmes règles, les mêmes pratiques, les mêmes temps écoulé. Excusez-moi. Alors, j'ai encore une chose à dire. Vous pouvez peut-être penser que nous n'avons
nous avons tout appris, nous avons apporté tout ce que nous pouvions. En fait, je crois qu'il y a deux choses à faire, et je me limiterai à une seule chose, c'est que les entreprises doivent s'adresser de plus en plus à la demande sociale qui n'est pas couverte, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle le bottom of the pyramid, c'est-à-dire la demande de tous les hommes et les femmes du monde qui gagnent moins que 50, 20 euros par mois, et qui ont une demande qui est solvable, qui constitue un business pour eux et qui sont également un facteur de transformation économique et sociale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bruno Lafont. On va du côté de l'Inde maintenant, l'Inde dont Ricardo Haussmann nous dit qu'elle est le pays qui devrait croître le plus rapidement et de la façon la plus spectaculaire. On a parlé longuement de la Chine jusqu'à présent. Et il est vrai que l'on parle peut-être plus souvent de la Chine dans nos pays européens que de l'Inde. Eh bien, on va demander à Deepak Puri, qui est industriel, chef d'entreprise, de nous parler de sa vision de son pays et de ce rapport entre progrès économique et transformation sociale. Monsieur Puri, merci. Thank you, ma'am. As was said right now, that I should present to you India's story. I mean, I'm fairly well sort of engaged in the whole affair, because you can say, if I have to present to you India's story, I must present to you the last 50 to 60 years since independence, because the story really starts there, 1947. And I would say I played a part in it. I would say I've been an actor in it, not from the state, but as an independent person. And therefore, I'm speaking right from the bottom of my heart and trying to explain to you what happened, how it happened, and the transition of change from 1947 to today, 2011. The best way for me to present it to you folks here is to divide this whole era into two portions, 47 or 50 to 1990, and then 1991, 2011. Let's skip backwards to 1947, 48, 50s. This era, 15th of August, 1947, freedom at midnight. Occupiers leave behind empty coffers. Partition, India was partitioned. And the partitioning took place in an amazing manner from an office room where two leaders of opposing parties, Indians, and the occupier who was about to leave drew out a map of India, and sometimes without thought. This gave rise to the largest exodus in mankind, or humankind. It was virtually 14.5 million people crossed the borders. This was a disaster. People left their homes behind, whether it be the so-called, today our neighboring country, or to us. The occupation hangover continued, practically very little manufacturing base, low agricultural productivity, dependence on imports, technology, capital equipment, high operating costs. At that stage, there were only two, let's say, classes in India. The first was the royalty, then the well-to-do people, let's call it the first stage, and then the poor. The poor outnumbered the others by a very large number. India's first step was to abolish royalty. And the royal families were given some compensation, and their entire, what is called a state took over on their behalf, taking, say, collecting taxes in an organized manner. India adopts at that time a socialistic economy to ensure inclusive growth. This is the most important part, ladies and gentlemen, inclusive growth. The poor must come up. Government takes the role of doer as well as facilitator. Invests in creating manufacturing facilities, state-owned, and develop agricultural productivity.
Government took the role of both doer and facilitator. All this worked well to protect the last large nation of 350 million people. But at that stage, India's population was 350 billion. But the dismal rate of growth at 3.5%, and this 3.5% was achieved because the world was not globalized. Had it been globalized, this would have been lower. And I'll tell you the strange thing. Profit was considered unclean at that time. 40 years of government control resulted in extreme red tapeism, leading to negative growth, very little foreign direct investment. India was categorized a difficult country to do business in. IBM and Coca-Cola had to leave the country owing to New Foreign Exchange Act, which did not allow multinational corporations to own more than 25% holding. Either you were rich or you were poor. There was very little middle class. I'll give you an example. As manufacturing was not very large scale, if I wanted to buy a motorcycle in my college days, I had to wait 2 years. I had to book and then wait for 2 years. If I wanted to get a telephone in my home, it took 3 years. But ladies and gentlemen, let me fast forward to 1990. 1990 was the year of reckoning in this country, in my country. Less than a week's foreign exchange reserve forced the country to pledge a large reserve of its gold. Remember, I've used the word pledge. And if you understand, and most of you understand the terminology, pledge means whoever you're pledging to, you have to transfer that asset into his custody or her custody or its custody. 4 or 5 747s were taken full of gold and given and placed, and took from Heathrow to the coffers of Bank of England to allow India to have enough foreign exchange as a loan. That was the situation at that time. The speaker, that's me, amongst hundreds of others who were businessmen, were asked to use not what are called on-demand LCs, letters of credit, but to make them usance of 180 days or beyond. At that stage, ladies and gentlemen, India had no option but to open its economy to the world, resulting in deregulation across all sectors, only except defense and agriculture. It allows the Indian entrepreneur to aggressively develop the nation. Today, whatever India is on the basis of the Indian entrepreneur and Indian agriculturist. Indian entrepreneurs take lead in establishing manufacturing facilities by accessing technologies, capital equipment from all over the world. Today, I would say nearly every Fortune 500 company has an office or a manufacturing operation in India. Government slowly becomes a facilitator instead and vacates the role of a doer, thereby allowing free enterprise to take care. India today is growing at 8% plus last 5 years. GDP is at 1.3, 1.4 trillion, 1.2 billion population, and the amazing part is 350 or 380 million people. Population rises to the middle income group, the largest spending class, larger than the US population. 700 million young population less than the age of 25. World's largest English-speaking country. And they speak fairly good English with a very strange accent at times. Well-balanced economy comprising of manufacturing, agriculture, and services. At the end, I'll talk about some weaknesses. Madam, I'm looking at my watch also. Though terribly conservative in nature, there's a strong propensity to pay for quality products and services. Now, if I try and work out how this development of India led to social transformation, it increased, first of all, life expectancy, better medical aid. Rising middle class with disposable income had to lead to massive consumerism. Believe me,
You have to come and see even the lowest end of the middle class want a Louis Vuitton today or a Prada or something like that. They want something, the best that's possible. So the Indian brands have to come up to that level. Better education system, large scale literacy. 1990s up to now saw the growth of an assertive and very confident Indian. They feel today, this is our time in our country. Many times it's believed the society has neglected by powerful business groups. I generally beg to differ. The general accepted view is, and they would argue that private business groups have over here, and in our country at least, I would say, actually supported transformation. Please remember that a satisfied worker in person who is happy at home is happy in the office as well. So nearly every company in India is actively, or enterprise is actively engaged in social development activities. For us, philanthropy is not giving money away to some charity. It is involving yourself with the people, the community around, like we do, community all around our villages and communities around our plants, our factories, our establishment. We look after them. To open schools. The key requirement of a healthy, prospering society is the employment, healthcare, and education. Profit is essential facilitator to social development. We can build communities and help them prosper. Just one more line. One more. President Obama visited India and said India is the making of a superpower. I disagree with him. We still have too many poor. Our agriculture needs definitely improvement. And social transformation do not result in economic progress. It's the other way around. In fact, they go hand in hand. Thank you. Thank you very much, Mr. Puri. Thank you very much. We have time to discuss that too. Maybe with cooperation with, avec la Chine. On tâchera de trouver des éléments de comparaison sur ces politiques sociales. Vous avez insisté aussi sur l'importance de la population rurale, évidemment, très, très nombreuse encore en Inde. On enchaîne avec le Maroc. Nous nous rapprochons de chez nous grâce à Mostafa Terrab, donc directeur General Office chérifien des phosphates. Mostafa Terrab sur le Maroc et peut-être plus largement sur la région méditerranéenne. On vous écoute. Merci beaucoup. Je voudrais rebondir sur cette question d'inégalité. On a entendu deux thèses pratiquement. Il y avait un problème d'inégalité. Approchez bien votre micro de vous, Monsieur Terrab, s'il vous plaît. Sans faire tomber quoi que ce soit. Merci. C'est bon ? Si vous le pouvez, merci. Donc, je parlais de cette question d'inégalité et peut-être des perceptions différentes à ce niveau-là. Et je pense que le titre même de la session nous porte à croire effectivement que quand on parle de progrès économique et de transformation sociale, il y aurait une tension entre ces deux notions. Alors, l'expérience au Maroc, je dirais plus largement le printemps arabe, je pense à montrer clairement, et c'est une thèse, en tout cas c'est mon avis, qu'il existe fondamentalement un problème d'inégalité interne aux économies et aux nations. Alors elle est perçue plutôt comme une question de dignité, mais il ne faut pas se tromper, il s'agit au départ de questions d'opportunités, d'accès aux opportunités économiques et donc d'inégalité à ce niveau-là. Manque d'infrastructures, etc. ne sont que des raisons. Alors, par rapport à ça, je pense que plus fondamentalement et de manière plus théorique peut-être, mais que nous vivons de manière très pratique au niveau d'entreprise, le problème c'est cette opposition, je dirais même le divorce qui peut exister aujourd'hui entre les notions de compétitivité économique, importante au niveau d'un pays, et les notions de développement social et je dirais même de développement durable. Et j'ajouterais que cette opposition et ce divorce ne sont pas une fatalité, qu'ils viennent même, peut-être qu'ils sont auto-imposés par un cadre méthodologique que nous nous sommes imposés, qui part déjà d'ailleurs, je pense, d'une question de définition. En fait, on mesure, que ce soit au niveau d'un pays ou au niveau d'une entreprise, il y a un choix que l'on fait, des paramètres que nous allons définir d'abord et puis mesurer.
Et je dirais qu'au niveau d'un pays, ce choix de paramètres que l'on mesure, que ce soit en termes de compétitivité ou de développement social, nous porte à mettre en opposition ces deux notions. Alors, il n'y a pas de fatalité à cela. Je pense que l'enjeu, c'est d'intégrer ces deux notions, de ne plus les mettre en opposition. Et je pense que la question de responsabilité sociale de l'entreprise a été évoquée. Je reviens à cette question parce que je pense que dans ces derniers développements, elle montre la voie vers justement cette réconciliation qui est totalement nécessaire. Responsabilité sociale de l'entreprise a été vécue jusqu'à présent, en fait, précisément comme un divorce entre la compétitivité qui s'exprime par un impératif de productivité au niveau de l'entreprise et sa responsabilité sociale. Le paradigme dominant aujourd'hui pour les entreprises, c'est on produit, on essaye de faire les efforts nécessaires pour produire de manière la plus compétitive possible, et je le dis pour moi-même, pour mon entreprise, et on essaye de réparer derrière, avec des programmes de responsabilité sociale d'environnement. C'est le paradigme dominant, mais aujourd'hui nous assistons à des développements qui commencent à se généraliser, qui sont très intéressants et qui pourraient même porter, je dirais, qui sont porteurs d'exemples au niveau justement de nations et de développement économique plus général. Et ces développements tendent en fait à casser ce cadre méthodologique qui par exemple le cadre comptable que nous utilisons nous-mêmes pour communiquer des stratégies d'entreprise ou pour communiquer nos chiffres, etc. Ce cadre qui met en opposition ces deux notions, ne serait-ce que le bottom line par rapport à des programmes de responsabilité sociale qui sont perçus comme des coûts. Ceci, il n'y a pas de fatalité à cela. Nous voyons, je vous réfère par exemple à un récent article de Michael Porter dans Harvard Business Review qui s'appelle Shared Values, des valeurs partagées, qui essaye de créer de nouveaux cadres méthodologiques où justement la responsabilité sociale de l'entreprise n'est plus en opposition par rapport justement à ces concepts de productivité. Dans mon entreprise, dans l'entreprise que j'ai le plaisir de diriger, qui est l'OCP, nous avons par exemple mis ces deux notions en parfaite cohérence à travers un programme qu'on vient de lancer récemment, qu'on appelle OCP Skills, qui peut être conçu comme un programme de responsabilité sociale parce qu'il s'agit pour l'OCP, qui est une entreprise minière qui agit dans un environnement minier de ville minière en plein centre du Maroc, de former des dizaines de milliers de fils de retraités et de personnes liées, qui n'ont rien à voir avec l'OCP, qui sont les riverains des actions minières, de les former dans un programme d'employabilité en termes de formation professionnelle, etc. Alors, ça peut paraître comme, bien, vous produisez et vous réparez. Non. Ce que l'on fait, en fait, c'est rendre nos sous-traitants beaucoup plus compétitifs et beaucoup plus productifs. Donc, il y a une relation directe entre notre propre productivité et ce programme qu'on peut mettre dans la case de responsabilité sociale. Pour nous, il ne l'est pas. Il fait partie d'un programme de productivité. Alors, la question avec laquelle je vous laisserai, parce qu'il y a des économistes aussi, j'en vois au moins un Marocain devant moi, est-ce que, et que je vous soumets, je pense qu'il y a un problème de cadre méthodologique. Définir des paramètres, les nommer et les faire évoluer dans le cadre de modèles n'est pas neutre. Il nous enferme dans un carcan, et c'est peut-être ce carcan qui fait que nous opposons des choses qui ne devraient pas être opposées. Ce que je dis au niveau de l'entreprise, c'est tout simplement le cadre comptable, où on met comme coût des choses qui sont plutôt des investissements. Alors, au niveau d'une nation, est-ce que ce n'est pas le cas? Voilà, je terminerai sur ça. Merci Moustapha Terrabia. On retient votre question pour terminer, qui renvoie effectivement à notre débat, si on le souhaite, pour les économistes et pour d'autres aussi. À présent, on écoute Yuan Chang sur la Chine, je pense, mais la Chine versus le reste du monde. Monsieur Chang, s'il vous plaît.
Thank you, Chairwoman. It's a great pleasure for me to be invited to this influential, important event. What? Okay. It's real honor for me to talk about the topic, like the economic progress and social transformation in China during the past several decades. It's very difficult for me to elaborate the details of the China's economic development story within 7 to 8 minutes, but let me try. It's well known that during the past 3 decades, China's economic growth is very fast. On average, the growth rate is about 10%. I think it can be viewed as a sort of economic miracle. 5 years ago, China's economic, output in terms of GDP in current dollar was less than half that of Japan. But last year, we exceeded Japan and became the second largest economy in the world. So how China achieved all of these remarkable achievements during the past 30 years? There are many reasons people often use to explain, to understand the long-term China's economic growth. People say, for example, it's because China makes full use of its comparative advantages associated with the low cost of labor, because China attracts a huge amount of foreign direct investment exceeding the 1.1 trillion US dollars. Because China has very high saving rates and investment, because China has a large scale of industrialization and urbanization, etc., etc. Apart from the explanations mentioned above, what I am trying to emphasize is that the China's successful economic story is fundamentally connected with the readjustment of the relations between state and market. Before the reform and the opening up in late 1970s, China used to be a centrally planned economy in which the government controlled almost everything. But during the reform process in the last 30 years, huge changes have taken place in China in order to promote a market-oriented economic reform. China's government has tried to perform 3 major economic functions. Number 1, to maintain a fast, coordinated, and sustainable economic growth through microeconomic policies. Number 2, to deregulate the economy extensively by letting price mechanism to play a vital role in allocating scarce resources. Number 3, last, but I think more important, to provide what I called institutional infrastructure, focusing on the protection of property rights, on the contract, respect for contract among individual economic players in the economy. As a result of the one result of the result
of the significant readjustment of the relationship between state and the market is that China share of GDP contributed by non-state sector has been increased dramatically from less than 20% in late 1970s to more than 70% today. So this means the market mechanism has already played a vital role in allocating resources. Let me concluding by seeing that the readjustment of the relationship between government, between state and market in a large part results from the fact that China gradually has I called market augmenting and the market enhancing government, in which enables China to reap the gain from trade based on the division of labor. In one word, economic prosperity comes from a proper and efficient utilization of state power. Thank you. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Chen.